Une hiérarchie entre les différentes cultures. Absolument. Alors, il y a un ethnologue fameux, Claude Lévi-Strauss, rousseauiste d'ailleurs, non pas dans la mesure où Rousseau distingue la nature et la culture, mais dans la mesure où Rousseau le déplore. Justement, Claude Lévi-Strauss, qu'on voit ici prenant son bain, plus simple appareil. Dans son plus simple appareil, au milieu des Nambiquara, Lévi-Strauss ici, Lévi-Strauss est le penseur, j'allais dire, en tout cas c'est l'idée reçue qu'on s'en fait, d'une sorte de relativisme culturel, expliquant que la barbarie se repère au fait de désigner l'autre. Oui, comme un barbare. Il y a cette phrase célèbre de Lévi-Strauss où il dit « Le barbare, c'est d'abord celui qui croit à la barbarie ». Ça se trouve dans Race et Histoire, hein, qui est un texte majeur. Hein, le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie, l'attitude de pensée au nom de laquelle on rejette les sauvages hors de l'humanité, et l'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages mêmes. Oui, donc c'est une phrase vraiment très paradoxale, puisque d'une certaine manière, elle s'annule elle-même. Hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas dire ce qu'il dit, d'une certaine manière. C'est ça qui est intéressant. Et cette attitude qu'il dénonce, au fond, c'est l'ethnocentrisme. C'est le fait de considérer sa propre culture comme la norme, en fait, de toute forme de vie parfaite, en quelque sorte. Bon, alors, au fond, Lévi-Strauss, on le voit là, dans son plus simple appareil, mais en fait, au travail. Je ne suis pas sûr qu'il soit totalement au travail, et c'est bien l'intérêt de la discipline qui est la sienne. Pourquoi? Parce qu'en fait... La discipline qui est la sienne, c'est l'ethnologie. Ethnologue. Hein. Et l'ethnologie, c'est justement ce travail pour essayer, à partir du bagage qui est le nôtre, d'entrer dans la culture des autres. C'est-à-dire de pouvoir se mettre à la place de vie que nous n'avons pas eue. Le faire sans la condescendance de l'occidental qui s'intéresse à autre chose que lui-même, parce que Lévi-Strauss se méfie également de la tentation bienveillante ou bien pensante qui consiste à dire mais ces gens-là sont intéressants. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre nom de sa discipline, c'est l'anthropologie, donc la science de l'homme. Science de l'homme. Alors science de l'homme, on pourrait croire, puisque c'est une science, alors on va regarder, d'ailleurs il y a un titre de Lévi-Strauss qui le dit d'une certaine manière, on va regarder les hommes de très très loin, comme des objets, comme on a fait la science des planètes, etc. Donc on pourrait regarder les hommes de très 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 loin, on va les étudier comme des insectes. Regardez les Nambiquara avec un hélicoptère. Absolument. Et là on voit évidemment l'inverse, on voit un homme immergé en fait dans la société qu'il étudie. Et je trouve que c'est ça l'intérêt de l'anthropologie, c'est de dire en fait que notre objet, en l'occurrence, ce sont d'autres sujets. Ce sont des gens qui ont quelque chose à dire, même sur la question de la nature et de la culture. Alors il y a un grand anthropologue justement brésilien, parce que là nous sommes donc chez les Nambiquara. Au Brésil, hein. Au Brésil. Au Brésil, oui. Bien. Et un grand anthropologue brésilien contemporain, qui s'appelle Viveiros de Castro, a remarqué par exemple que justement, parmi un certain nombre d'Indiens d'Amazonie, il y a cette idée selon laquelle, au fond, ce que nous avons tous en commun, toutes les espèces, c'est la culture. Nous avons tous la même culture. Par contre, ce qui diffère, c'est notre nature, c'est-à-dire notre corps. Alors, c'est une idée très belle, parce que d'une certaine manière... Lévi-Strauss reprend cette idée à son compte. Hein. Il dit, en général, on dit c'est la nature qui... Non, Lévi-Strauss dit la nature est universelle, les cultures sont relatives. Hein. Voilà, et là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, si on prend au sérieux le geste qui consiste à écouter les autres, en fait, eh bien, ils nous disent exactement l'inverse. Ils disent la culture est universelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les espèces, eh bien, au fond, elles vivent dans des maisons, elles boivent de la bière de manioc, etc. Simplement, pour le jaguar, finalement, ou par exemple pour le cochon, ce que nous voyons comme une sorte de boue, en fait, lui, il le voit comme une maison. Et pour le jaguar, nous voit, nous, comme des cochons. Nous avons tous la même vision du monde culturel, par contre ce qui diffère c'est nos corps. Ouais, le premier texte qui dit ça, c'est les lettres persanes, peut-être, de Montesquieu, avec cette fameuse scène où les Persans arrivent à Paris, et les Parisiens regardent les Persans, et disent « Ah, vous êtes Persans, vous êtes Persans ». Mais comment peut-on être persan? Qui est la phrase de l'ethnocentriste par excellence. Et en même temps, c'est la phrase de l'anthropologie aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut faire un effort pour voir le monde du point de vue des autres, en fait. Est-ce que le fait de voir le monde... Mettre en variation sa propre culture avec celle des autres et redéfinir soi-même comme une variante parmi d'autres possibilités. Lévi-Strauss lui-même, par exemple, dans son grand livre « Les structures élémentaires de la parenté », montre que si on veut rendre les différents systèmes de parenté comparables, les différentes manières de dire qui doit se marier avec qui, etc., ben, si on veut les rendre comparables, on verra qu'au fond, ce qui caractérise la parenté, le moteur qu'il y a derrière ça, c'est pas le fait de chercher à se reproduire soi-même, en fait, c'est chercher à trouver des partenaires pour s'allier. C'est pas la reproduction. Nous, on a tendance à penser que la parenté, bon, c'est essentiellement la filiation, etc. Eh bien, Lévi-Strauss dit, bah, si vous dites ça, c'est une vision trop partielle. Pour avoir une vision bien complète, il faut dire, au fond, que la parenté, c'est le fait d'échanger des femmes, dit-il. Voilà un geste
anthropologique. C'est-à-dire, si on veut prendre en compte la diversité des manières de penser, on verra que nous ne sommes qu'une manière parmi d'autres d'échanger des femmes. Notre système de parenté, en fait, c'est juste, on n'en est pas conscient, mais peut-être une manière d'échanger des femmes. Voilà, par exemple, une manière d'utiliser la différence culturelle pour mieux se comprendre soi-même. On ne va pas forcément parler de l'échange des femmes à propos du chef Raoni reçu par François Mitterrand. C'est une image étonnante, hein, on va en parler. Mais juste, encore un point, est-ce que quand cet effort finalement d'altérité, d'acceptation de l'altérité de l'autre, cette ambition de ne pas phagocyter l'autre, de ne pas l'enfermer dans des catégories, de ne pas être ethnocentriste finalement, est-ce que cette ambition-là ne débouche pas sur un relativisme culturel qui prétendrait au fond que toutes les cultures se valent? C'est une première objection classique, mais qu'il faut examiner. Et puis, deuxième objection, comment se fait-il que quelqu'un comme Lévi-Strauss lui-même, d'ailleurs, formule des jugements sur certaines cultures, tout comme Montaigne, qui avant lui parlait de relativisme culturel, ou mettait en place un système relativiste, et en même temps ne s'interdisait pas de formuler des jugements de valeur sur certaines cultures. Pour Lévi-Strauss, il y a deux adversaires, il y a l'Occident, il y a l'islam, par exemple. Comment un homme qui fait cet effort justement de découverte de l'autre, peut-il en même temps se donner les moyens de formuler un jugement de valeur? Oui, alors là, peut-être répondre à la deuxième question, mais en fait, il n'y a pas de contradiction dans la mesure où l'anthropologie, c'est justement un exercice critique. Le but du jeu, c'est de se voir soi-même autrement que de la manière dont on se voit, quand on n'y réfléchit pas et quand on ne cherche pas à se rendre comparable aux autres. Donc, l'anthropologie implique justement une distance par rapport à soi, un étrangement à soi. Donc elle est une discipline fondamentalement critique, c'est-à-dire que tout ce que nous croyons évident et indiscutable, eh bien justement, si on écoute que d'autres êtres humains pensent des choses complètement différentes mais cohérentes, en fait, on se détache en quelque sorte de ces évidences. Donc il n'y a pas d'objection, au contraire, le but de l'anthropologie est critique. Il est de se libérer de soi-même, en fait, d'une certaine manière. D'accord. Et donc le relativisme, quant au relativisme, la question du relativisme, il faut voir aussi quelle est ici une condition pour le type de savoir qu'est l'anthropologie. C'est-à-dire que le but du jeu n'est pas forcément de dire que d'un point de vue moral, tout se vaut, mais si vous voulez vous redéfinir vous-même comme une variante parmi d'autres, en fait, alors il faut poser en principe que toutes sont égales. Donc la beauté de la notion de culture, c'est justement qu'elle n'accepte pas le singulier. On peut parler ici d'égalité ? On a ici donc le chef Raoni, reçu par François Mitterrand le 11 avril 1989. On a là probablement des mains qui sont probablement celles de Sting, qui servaient de... Voilà, vous ressemblez presque à Sting comme ça. Merci. Donc le chef Raoni, cette image est étonnante. Elle est deux fois étonnante d'ailleurs, d'abord par la différence des deux, et puis probablement par les efforts que fait Raoni pour obliger son hôte en peignant, je ne sais pas comment on appelle ça, des plumes probablement, en bleu, blanc, rouge, donc aux couleurs de la République, et puis en s'habillant à l'occidental. Non, je crois, Raphaël, vous faites justement une projection ethnocentrique en fait, en réalité, c'est-à-dire que précisément, en fait, il s'agit d'une coiffe cérémonielle qu'on ne sort que dans les très grandes occasions. Donc en fait, la couleur des plumes là, c'est oui, tout à fait. Non, ça n'a rien à voir avec la France. Alors c'est typique. Alors c'est très intéressant comme erreur. Non, mais c'est très intéressant parce que c'est exactement le problème. C'est la raison pour laquelle on a besoin d'ethnographes en vérité. C'est justement parce que on croit voir des ressemblances, alors qu'en réalité, derrière ces ressemblances se cachent des différences qui sont peut-être plus intéressantes. Parce que... Et l'idée que nous avons tous en commun d'être différents. Et oui, et ça nous permet de comprendre peut-être justement comment aussi fonctionne justement la logique du prestige. Il y a des ressemblances qui sont accessibles quand on repère un peu les différences. Donc bon, Raoni est un chef Kayapo qui lui aussi vient du Brésil, bon, qui est devenu en fait célèbre parce que après les premiers contacts en fait que sa tribu a eu avec les Occidentaux, eh bien il s'est lui-même placé un peu comme intermédiaire entre les chefs traditionnels et son propre peuple en fait. Et donc il est devenu un représentant de la défense aussi des conditions de vie, c'est-à-dire de l'environnement en quelque sorte, dans lequel ils vivent en fait. Et là, il continue ce travail qu'il avait commencé en fait dans la forêt avec quelques officiels brésiliens. En fait, il continue ce travail. Bon, et avec Sting effectivement, qui avait cette association pour la défense de la rainforest, et il cherche à faire prendre conscience en fait des dégâts tragiques en fait que le mode de production occidental produit sur des modes de vie différents.
Même involontairement, pas forcément en tuant les gens, mais tout simplement, par exemple, en produisant du papier, ou alors de l'agriculture. Et donc la déforestation. Oui, le colza, par exemple, oblige à détruire l'Amazonie, etc. Voilà. Ce que vous voyez là, d'ailleurs, c'est intéressant parce que donc non seulement il y a cette magnifique coiffe, encore une fois, qui n'est sortie que dans des très rares occasions cérémonielles. En fait, donc c'est un honneur, en effet, fait à François Mitterrand.